Cube Radio. Vous écoutez Par pure vengeance, je suis Anne-Sophie Carpentier, la réalisatrice du balado. Dans les derniers mois, celui qu'on appelle le pilote des stars est revenu à plusieurs reprises dans l'actualité. Le 16 août dernier, au palais de justice de Granby, Normand Dubé s'est adressé aux tribunaux pour demander sa libération. Dans sa requête, il prétend qu'il est retenu illégalement et il réclame sa libération immédiate. Comme on l'a vu en détail dans la série, Normand Dubé a été reconnu coupable en 2019 d'avoir saboté les lignes à haute tension d'Hydro-Québec et il a également été reconnu coupable d'avoir fait incendier les résidences de 3 fonctionnaires. Il a été condamné à 16 ans de prison et là, on est à l'automne 2023 et Normand Dubé a passé les 2 dernières années et demie en prison. On a bel et bien conclu l'enquête menée par la journaliste Marie-Christine Noël à l'épisode 8. Mais il y a plusieurs personnes, beaucoup d'entre vous en fait, qui ont demandé qu'on puisse analyser les derniers développements dans l'affaire Dubé. Ce qui fait qu'on a décidé de vous proposer un épisode en extra, un bonus. Aujourd'hui, je vous propose 2 entrevues. Je vais m'entretenir avec Marie-Christine, qui est avec moi aujourd'hui, qui travaille maintenant comme journaliste indépendante. Salut Marie-Christine. Salut Anne-Sophie. On va discuter ensemble de la requête de M. Dubé, que tu as lu en détail, puis que tu peux mettre en perspective aussi à la lumière de conversations téléphoniques que tu as eues avec lui depuis la fin de la série. Ouais, on va en parler ensemble. Mais avant d'analyser ça ensemble, ce que je propose, c'est un peu de brosser le portrait de la situation avec Catherine Lamontagne, qui est journaliste au bureau d'enquête de Québecor, puis qui a couvert la requête de M. Dubé pendant l'été pour le Journal de Montréal puis le Journal de Québec. Puis j'ai pu discuter avec elle, puis elle va tout nous expliquer ça. À tout de suite! Catherine, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ben oui, Catherine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la requête du mois d'août dernier qui a été faite par M. Dubé? Normand Dubé a déposé une requête de 100 pages dans laquelle il prétend, grosso modo, qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Il dit que ses droits constitutionnels ont été bafoués, qu'il a perdu sa liberté injustement et qu'il est donc détenu illégalement et contre son gré. Pour toutes ces raisons-là, M. Dubé demande à sortir de prison sur le champ. Il va écrire aussi qu'il y a urgence d'agir. Il y a urgence que sa requête soit entendue parce qu'il y a des problèmes de santé. Il dit qu'il souffre d'insuffisance rénale grave. C'est une requête fleuve, très garnie, à laquelle il va ajouter 120 pièces, donc 120 éléments de preuve pour soutenir ses arguments. On parle de emails, des textos, des factures, des rapports, des jugements, des déclarations. Il y a vraiment plein d'affaires là-dedans. C'est très, très chargé comme dossier. Qu'est-ce qui a poussé M. Dubé à faire sa requête cet été? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier ou est-ce qu'il y a eu des nouveaux détails qui ont fait surface? Ce que M. Dubé soutient, c'est que sa situation a changé depuis sa condamnation. Il dit avoir découvert des éléments de preuve nouveaux depuis les verdicts de culpabilité qui ont été prononcés contre lui, mais on va vite réaliser que c'est pas tout à fait le cas. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire au juste sur la déclaration de M. Dubé qui dit qu'il est détenu contre son gré, qu'il est détenu illégalement? Est-ce que c'est farfelu ou est-ce que c'est très sérieux comme demande? Bien, c'est sûr que Normand Dubé n'a pas dû faire pleurer personne en disant qu'il était détenu contre son gré. C'est quand même quelqu'un qui a eu un procès puis qui a été reconnu coupable puis qui se retrouve derrière les barreaux. Et je connais pas beaucoup de criminels qui sont particulièrement ravis de se retrouver en prison puis qui sont là de gaieté de cœur. Si on résume, Normand Dubé dit qu'il est victime d'un emprisonnement arbitraire qui est basé sur du vent, donc qui est basé sur rien. Il dit que les preuves amassées contre lui par les policiers pendant l'enquête sont illégales, que les mandats qui ont mené aux saisies ont été obtenus par de la désinformation et le mensonge. Il allègue que ses propres avocats ont manqué à leur devoir de bien le représenter pendant les procès parce qu'ils n'ont pas contesté la légalité de ces pièces-là. Il affirme que le procureur de la couronne au dossier, Maître Steve Baribeau, a fait preuve d'abus. Donc pour lui, tout ça, c'est une atteinte à sa liberté. Il devrait pas se retrouver derrière les barreaux parce que tout le processus qui a mené à sa condamnation est vicié.
À la lumière de tout ça, il en vient à la conclusion que ses droits fondamentaux ont été violés, qu'il doit être libéré, d'où cette idée, j'imagine, de déposer une requête en habeas corpus, parce que sur papier, ce type de requête-là, si elle est accueillie, peut en effet avoir pour conséquence de libérer un détenu dont les droits fondamentaux ont été bafoués. Puis qu'est-ce que ça veut dire là, pour tout le monde là, de faire une requête en habeas corpus? Qu'est-ce que ça veut dire? Une requête en habeas corpus, ça vise à redresser ou à corriger une situation de détention illégale. Parce que même détenue, une personne continue d'avoir des droits. Donc, une personne détenue peut s'adresser à la Cour supérieure, déposer une requête en habeas corpus et demander qu'on vérifie si sa détention est justifiée, si ses droits ont été respectés. Un prisonnier doit évidemment être relâché si on n'a pas raison valable de le garder derrière les barreaux. La requête en habeas corpus, ça peut permettre aussi d'apporter des mesures correctives si un détenu subit une restriction importante de sa liberté. On s'entend, là, on sait que les détenus ont une certaine privation de liberté derrière les barreaux, mais cette requête-là peut être utilisée si on excède un peu cette privation de liberté. C'est juste que dans le cas de M. Dubé, cette requête-là est difficilement applicable. Parce que M. Dubé plaide essentiellement qu'il est privé de liberté parce qu'il y a eu des abus pendant les procès puis que les preuves obtenues contre lui étaient illégales. Il conteste pas les conditions de sa détention actuelle, il conteste tous les éléments qui ont mené à sa condamnation et qui font en sorte qu'il est détenu actuellement. Donc, on est ailleurs. Donc, le procureur général va répliquer à cette requête-là en déposant une requête qui va tenir à peine sur 6 pages. Là, ça contraste d'ailleurs avec les 100 pages d'argumentation de M. Dubé. Donc, dans cette toute petite requête-là, le procureur général du Canada va dire que la demande de M. Dubé, elle est irrécevable, qu'elle n'a aucune chance de succès et qu'elle doit être rejetée. Et le procureur revient un peu dans le gros bon sens, là. M. Dubé a été reconnu coupable devant une cour de justice. Le tribunal lui a imposé une peine de 16 ans d'emprisonnement et c'est pour ça qu'il est en prison. Et c'est pour ça qu'il est privé de sa liberté, pas parce que ses droits ont été bafoués, parce qu'il a été condamné devant le tribunal. Puis finalement, qu'est-ce que cette requête-là de M. Dubé nous dit encore sur l'affaire Normand Dubé? Que Normand Dubé est un homme déterminé, entêté peut-être aussi. On sent qu'il veut se faire entendre, il veut que sa vérité éclate. Maintenant, est-ce que la vérité de Normand Dubé est la vérité réelle? Jusqu'ici, les tribunaux en ont plutôt décidé autrement. Très bien. Merci beaucoup, Catherine. Ça fait plaisir. En septembre 2013, la Sûreté du Québec fait la découverte d'une vidéo qui allait s'avérer à être une véritable bombe. Et dans cette vidéo, on voit un motard qui vient de s'évader de prison qui parle à la caméra. Il affirme, entre autres, qu'il a en sa possession 13 conversations téléphoniques hyper compromettantes enregistrées en secret par lui et dans lesquelles on l'entend parler avec un certain policier nommé Benoît Roberge. Je suis Félix Séguin. Je vous présente la série balado Le Ripou des Hells. C'est cette histoire incroyable qu'on peut enfin vous raconter au complet avec mes collègues du bureau d'enquête Éric Thibault et Jean-Louis Fortin. Le Ripou des Hells, c'est une série balado de Cube Radio et du bureau d'enquête. La série est disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Marie-Christine, il n'y a personne qui connaît le dossier Normand Dubé comme toi. On s'est parlé dans les dernières semaines. C'était important pour toi, c'était important pour nous que tu viennes aujourd'hui nous parler des derniers développements dans l'affaire Normand Dubé, même si tu n'es plus à Québécois. Première question pour toi, comment ça se passe pour toi? Bien, ça se passe plutôt bien. Je suis toujours journaliste. Je réalise des documentaires d'enquête avec une petite équipe bien soudée, là. On travaille à notre compte comme indépendant. Donc, on a de beaux projets pour l'année prochaine. Puis
Puis raconte-nous un peu comment tu continues à suivre l'affaire Normand Dubé. Sérieusement, ce serait vraiment difficile de pas suivre l'affaire Normand Dubé. De s'en détacher complètement, là, ça a pris tellement de place dans ma vie professionnelle. Ouais. Tu sais, je suis l'affaire Normand Dubé depuis 2018. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. J'ai couvert les procès. On a continué à se parler au téléphone, même au moment de son incarcération, jusqu'au printemps 2023 environ. Donc, même si aujourd'hui on se parle plus, je continue de suivre l'affaire Normand Dubé. Tu sais, je lis les articles de mes anciens collègues du journal, par exemple. Tu sais, j'ai pas tiré un trait définitif là, sur cette affaire-là. Ben oui, puis quand tu ne les lis pas, les gens te les envoient, je pense, par courriel. Hein, exactement. Ma famille, mes amis, as-tu vu ça? Normand Dubé fait une nouvelle demande, une requête, et devant les tribunaux. Donc oui, je reçois tout ça là, dans ma boîte courriel. Oui. Puis tu viens d'en parler. Tu lui as parlé au téléphone au printemps, donc au printemps 2023, après la fin de notre série documentaire, la série balado qu'on a fait ensemble. De quoi vous avez parlé ensemble au téléphone? Mais tu sais, après le balado, M. Dubé a continué de me téléphoner. Là. On s'est parlé le 31 janvier 2023. Tu sais, j'étais en plein tournage puis en montage du documentaire Témoin C.F. Oui, pour les auditeurs, c'est un documentaire vidéo que tu as fait avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Exactement, sur le processus judiciaire là, d'une victime d'agression sexuelle. Voilà. Fait que j'avais pas beaucoup de temps à lui accorder à M. Dubé. Là, c'est qui t'a appelé à ce moment-là. Ouais, exact. Puis on se souvient que, tu sais, lorsque M. Dubé me téléphone, là, je dois être hyper concentrée. Lui, il sait de quoi il veut discuter. Il a réfléchi longtemps dans sa cellule. Il sait que l'appel téléphonique est très court. Alors, lorsqu'il me parle, il veut tout me raconter rapidement. Je dois être hyper attentive pour comprendre où il va avec ses informations. Donc, lors de cet appel-là, M. Dubé, je me souviens, là, il enfilait les informations, les théories, la preuve. Moi, je l'écoutais, j'essayais de comprendre ce qu'il voulait me dire, puis j'essayais d'en savoir un peu plus aussi sur qu'est-ce qu'il était en train de faire, tu sais. C'est là qu'il m'a dit qu'il travaillait sur un document qui l'aiderait à sortir de prison ou à contester des éléments du procès ou même à démontrer que c'était pas lui qui avait saboté les lignes d'Hydro-Québec, par exemple. Puis il parlait vite. Il disait que des éléments lui ont été cachés, qu'il voulait poursuivre Maître Chevalier, son ancien avocat. C'est pour ça qu'il venait d'embaucher un nouvel avocat. Okay. Puis, il m'a dit rapidement qu'Hydro-Québec lui avait fait une offre. Ah oui? Ouais. Selon lui, ce règlement-là prouverait son innocence. Que si Hydro veut s'entendre avec lui, c'est qu'il est innocent. C'est son interprétation. Oui. C'est un point de vue, une interprétation très personnelle, mais on va revenir à Hydro-Québec un peu plus tard. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes reparlé? Est-ce que vous avez eu une autre conversation téléphonique après celle-là? Oui, bien, c'est ça. L'appel du mois de janvier s'est terminé assez vite là, parce qu'il ne voulait pas que je parle ou que j'écrive quoi que ce soit sur ce règlement-là. Mais il voulait me reparler. Donc, on s'est parlé à nouveau le 11 mars 2023. OK. Puis là, je me souviens, je sentais M. Dubé hyper fébrile. Il voulait me raconter sur quoi il travaillait, mais encore là, j'avais pas le droit d'en parler avant que le document soit déposé. Bon, je dois t'avouer, là, Anne-Sophie, que je comprenais pas. Je comprenais vraiment pas bien sa requête. Oui, la requête sur laquelle il travaillait, là, qui finalement, cette requête-là en habeas corpus qui a été déposée cet été. Il me disait que son avocat allait demander un arrêt des procédures à cette époque-là. Il m'a dressé une liste de ce qui n'avait pas été fait dans son dossier lors des procès, que les mandats d'arrestation n'étaient pas bons, qu'il était en beau maudit après son ancien avocat. Bref, là, M. Dubé, il tirait un peu dans tous les sens. Ça ressemblait beaucoup à une demande d'appel, mais il avait perdu son droit de faire appel de ses sentences. Donc là, je comprenais pas ce qu'il voulait faire. Puis à ce moment-là, le mot habeas corpus là, a jamais été mentionné. Mais bon, là, je lui ai promis, encore une fois, que j'allais pas parler avant le dépôt du document. Puis c'est là que j'ai pu lui dire que ce serait de toute façon difficile de le faire parce que je quittais Québécois et qu'on n'allait pas se reparler. Donc là, je me souviens qu'il m'a souhaité bonne chance, mais il m'a dit de garder un œil là, quand même sur le document qui serait déposé par son avocat dans les prochains mois. Ben oui, parlons-en. Qui le représentait? C'était qui son avocat, justement, cette fois-ci? Parce que lui a parlé en mal un peu de tous les avocats qui l'ont représenté. Qui le représentait cette fois-ci? OK, je dois te dire que ça a été une surprise pour moi. Là. OK. Parce que le 16 août 2023, là, moi, j'apprends dans le journal de Montréal, comme tout le monde, que M. Dubé s'adresse aux tribunaux.
qu'il a déposé une requête habeas corpus où il dit en gros qu'il est détenu illégalement. Moi, je suis journaliste, là, puis le dossier Normand Dubé, comme je disais, m'intéresse. Donc, je téléphone à Antoine Lacroix. Oui, Antoine Lacroix, c'est celui qui était à Granby quand M. Dubé a fait sa requête là, cet été. C'est ça, c'est mon ancien collègue du Journal de Montréal. Parce que là, je lui téléphone parce que je veux comprendre le dossier puis prendre un peu le pouls de la salle. Parce que lui, il est là, la salle de cours. Donc, c'est là que j'apprends que M. Dubé, il se représente seul. OK. Sans avocat. Mais avec l'aide d'un co-détenu. Tu sais, tout le contraire de ce qu'il m'a dit il y a 5 mois, là. Oui. Puis là, je lis rapidement la requête de M. Dubé qu'on m'a envoyée, qui va dans tous les sens. Le document est volumineux, ça ressemble à un appel déguisé de sa condamnation. Puis là, en lisant ça, je comprends qu'il n'y a pas eu l'aide d'un avocat. Antoine, au téléphone, me dit aussi que le juge semble impatient, que l'audience de M. Dubé est laborieuse, pas facile. Les gens à la cour ont l'impression de perdre leur temps. Bon, mais clairement, là, M. Dubé aurait eu besoin d'un avocat et non d'un co-détenu. Là. Pourquoi ce co-détenu-là? Est-ce qu'on sait c'est qui exactement? Aucune idée. Tu sais, dans nos conversations, M. Dubé m'a jamais parlé de lui. Tu sais, en même temps, s'il a trouvé quelqu'un pour l'aider, qui était sympathique à sa cause, c'est sûr que M. Dubé va prendre toute l'aide possible. Mon collègue Antoine Lacroix, il a écrit qu'il s'agissait d'un certain Jean-Guy Savard, qui s'est fait déclarer plaideur quérulant par la Cour supérieure du Québec en 2001. Bon, je dois t'avouer, ça m'a fait sourire parce que quérulant, c'est aussi le mot que le procureur de la Couronne, Maître Baribeau, a utilisé pour décrire M. Dubé lors des 2 procès. Oui, puis quérulant, juste pour rappeler, c'est quelqu'un qui a recours à la justice de manière excessive, qui peut être très opiniâtre aussi devant la Cour. Exact. Ouais. Et donc, pour ce qui est de M. Savard, c'est pas un tendre, là. Il a passé la majeure partie de sa vie en prison pour plusieurs condamnations criminelles, selon Antoine. Il s'est fait accoler l'étiquette de délinquant contrôlé pendant 8 ans en 2021 pour une affaire d'incendie criminel. Fait que, il aurait aidé M. Dubé pendant 6 mois pour faire ses recherches, mais il est pas membre du barreau. Mais il a dit devant le juge qu'il avait eu des cours en procédure civile. C'était ça. C'est ça qu'on sait du co-détenu. Revenons justement aux motivations de M. Dubé. Mm-hmm. Est-ce qu'on sait pourquoi il a déposé cette requête-là? Pourquoi il a fait ça? Veux-tu qu'on prenne le temps de refaire toutes les étapes de l'histoire qui ont mené là? Oui. OK. Ben oui, on va prendre le temps. On fait ça. Parfait. OK. Après avoir été reconnu coupable du sabotage des lignes et des incendies criminels, tu sais, M. Dubé a porté en appel ses 2 verdicts de culpabilité. Tu te souviens de ça? Oui. Donc, son avocat, Maître Chevalier, m'avait dit à l'époque qu'il travaillait sur la requête. Un document là, de plusieurs pages afin d'expliquer au juge pourquoi, par exemple, il devrait réviser la peine. Okay? Pendant qu'il attendait son appel, M. Dubé a été libéré, mais il devait se soumettre à plusieurs conditions. Par exemple, il pouvait aller travailler, son hangar se trouvait juste devant chez lui, faire des contrats de machiniste, il pouvait aller à la banque, chez le médecin, mais chaque jour, il devait écrire à la police un courriel pour les aviser de ses déplacements puis les heures des déplacements. Mais M. Dubé l'a pas fait. Il n'a pas respecté ses conditions. Exactement. Il n'a pas respecté ses conditions. Donc, il s'est rendu chez le notaire, à la banque, sans viser la police et avoir l'autorisation. Donc, la Cour a révoqué sa liberté. Et là, M. Dubé devait se rendre au centre de détention de Saint-Jérôme pour retourner en prison. Mais encore là, il l'a pas fait. Il a pris la fuite à la place. Donc, M. Dubé s'est pas présenté à la Cour parce qu'il est en fuite. Son avocat, donc, a pas pu déposer sa requête. Donc, la Cour d'appel du Québec a rejeté les appels de ses condamnations. Donc, il restait plus d'options pour M. Dubé. Ben oui. Puis, ce que je trouve intéressant, justement, de refaire les étapes de l'histoire qui ont mené là où on se trouve en ce moment, c'est que tu nous rappelles bien que quand M. Dubé a décidé de partir en cavale et de ne pas se présenter au pénitencier de Saint-Jérôme comme le demandait la Cour, il a raté sa chance d'avoir des appels. En se présentant pas, il ratait sa chance. Exactement. Il a perdu le droit d'aller en appel de ces 2 sentences-là. Donc, il restait plus beaucoup d'options pour M. Dubé. La requête habeas corpus qu'il a déposée cet été et que Catherine Lamontagne nous a parlé,
ben, c'est un peu une façon pour lui, tu sais, d'essayer de s'en sortir, d'essayer quelque chose. C'est même le juge l'a soulevé, là, sa dernière requête ressemble plus à un appel déguisé qu'autre chose, là. Ça ressemble plus à une demande pour refaire un procès. Mais ce que M. Dubé comprenait pas, c'est que le juge devant lui, là, il est dans un tribunal inférieur à celui de la cour d'appel. Devant le tribunal, M. Dubé se dit victime d'une erreur judiciaire et dit qu'il est détenu illégalement, alors qu'il a bel et bien eu plusieurs procès. Ouais. On se rappelle, on les a suivis en détail. Ce que le juge lui a dit, c'est que ça ressemblait à un appel déguisé. Ouais. Tu en as déjà parlé, tu l'as déjà évoqué, mais pour toi, est-ce que ça a l'air d'un appel déguisé? Oui. C'est vrai que ça ressemble à un appel déguisé, là. Il y a plusieurs éléments du procès pour sabotage qui sont soulevés dans sa requête à M. Dubé. Il dit qu'il est innocent, que des preuves ont été inventées, que des gens ont menti. On l'a entendu souvent le dire dans le balado, là. Mais ce que le juge vient dire aussi, c'est qu'on peut pas refaire un procès, tu sais. M. Dubé, vous avez été condamné, point final. Puis je pense que M. Dubé comprenait pas, mais il aurait pas dû prendre la fuite. Il aurait dû se présenter à ses appels. Tu sais, il a perdu pas mal toutes ses chances, là. Puis il y a aussi M. Dubé qui a parlé de ses problèmes de santé devant le juge. Ouais. Il en parle aussi assez longuement dans le document qu'il a déposé dans sa requête en habeas corpus. Il rentre dans les détails de sa maladie. À ton avis, pourquoi il a fait ça? Ouais, j'ai réfléchi à ça, moi aussi. Il a dit qu'il avait été diagnostiqué avec une insuffisance rénale sérieuse. C'est pas la première fois que M. Dubé parle de ses problèmes de santé ou en fait mention dans des documents de cours, là. Je pense que M. Dubé a trouvé important de souligner à nouveau là, dans un document de cours ses problèmes de santé. Il l'avait déjà fait avant. Je pense qu'il a juste copié ça. Oui, comme une façon de se porter chance en refaisant un peu le même protocole. Mais c'est pas la première fois que dans les requêtes ou dans les papiers de cours, M. Dubé soulève le fait qu'il est malade ou qu'il y a des problèmes de santé. Puis, selon toi, est-ce que ça peut amener une clémence du juge aussi de parler de ses problèmes de santé? Pas vraiment, hein? Pas vraiment. Pas vraiment. En tout cas, pas rendu là. J'aimerais ça qu'on revienne aussi sur Hydro-Québec. Ouais. On a su récemment qu'Hydro-Québec retirait sa poursuite au civil de 29 millions de dollars contre Normand Dubé. C'est une poursuite intentée contre Normand Dubé pour les dommages matériels puis tous les coûts que ça a entraîné, le sabotage des lignes d'Hydro-Québec, les lignes à haute tension qu'il a fait avec son avion. Pourquoi Hydro a fait un règlement hors cours? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu des détails là-dessus? Non, puis c'est difficile à dire. C'est un règlement confidentiel, donc M. Dubé pouvait pas m'en parler non plus. Comme je disais au début, je sais que la première offre, il l'a refusée. Puis pour la deuxième offre, ou en tout cas la deuxième fois où je lui ai parlé, il voulait pas non plus en discuter parce que c'était confidentiel. Donc j'ai pas vu le document. Tu sais, je pense que Hydro avait plus rien à gagner. De quelle manière? Ben, tu sais, M. Dubé est reconnu coupable. C'est tout. Je sais qu'on aimerait aller chercher de l'argent, qu'on a perdu, mais est-ce que M. Dubé peut? Tu sais, est-ce que M. Dubé a les moyens? Ça aussi, c'est une autre question. Hein? Ouais. Qui a les moyens de rembourser ou de payer 29 millions de dollars? Là? C'est énorme. Ouais. Donc, est-ce que c'est mieux de, comme on dit en bon français, tirer la plug, faire un trait? Le gars est reconnu coupable, il est en prison, il va faire 16 ans, il peut pas aller en appel. Merci, bonsoir, là, c'est terminé. T'sais, moi, si j'étais à leur place, ben, je pense que j'aurais pris aussi cette décision-là. Puis qu'est-ce que ça fait que cette requête-là a été rejetée catégoriquement comme ça par le juge? Qu'est-ce que ça dit maintenant sur l'affaire Normand Dubé? Je pense que le dossier de M. Dubé est terminé. T'sais, à moins qu'il trouve des éléments nouveaux là, pour se rendre jusqu'en Cour suprême. Mais clairement, là, il a épuisé pas mal tous ses recours. Je pense que M. Dubé, maintenant, doit faire sa peine de 16 ans, puis faire ses demandes aux libérations conditionnelles. Mais bon, on le sait, là, M. Dubé est un homme rempli de surprises. M. Dubé a été condamné à 16 ans de prison. Là, il vient d'en faire 2 ans et demi. Sa demande de libération conditionnelle, il va pouvoir la faire à quel moment, à peu près? Ouais, c'est difficile à dire. J'ai essayé de trouver l'information.
Il faut dire que M. Dubé doit faire un certain cheminement. En tout cas, ça aide lorsque tu fais ta demande de libération conditionnelle. M. Dubé clame toujours son innocence, donc est-ce que ça peut avoir des conséquences, assurément, sur sa demande de libération conditionnelle? Et est-ce qu'il est toujours suivi par un psy? Je sais qu'il avait des séances avec une psychologue après la mort de sa femme. Ça aussi, ça peut l'aider dans son dossier. Donc, c'est ce que je peux te dire. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci beaucoup, Anne-Sophie. C'était vraiment très agréable de refaire cette histoire-là avec toi. J'ai adoré ça aussi. Un grand merci à Marie-Christine Noël et à Catherine Lamontagne pour leur participation. Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier. J'ai réalisé cet épisode. Par pure vengeance, c'est une production de Cube Radio.